Paris, 1900. Le Métropolitain a été construit à l'occasion de l'Exposition universelle. La paternité de ce nouveau moyen de transport revient à Fulgence Bienvenu, polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées, qui, dès son premier poste à Alençon, est une annonce prometteuse de sa future spécialisation, puisqu'il s'occupe de la construction des chemins de fer. En 1895, le conseil municipal de Paris reprend à l'approche de la Grande Exposition le projet d'un chemin de fer urbain souterrain, projet qui était en gestation depuis une quarantaine d'années. Les travaux commencent en 1898 et Bienvenu dispose de 2 ans pour construire et mettre en service la première ligne. Compte tenu des faibles moyens techniques de l'époque, il fallut 17 mois aux 2000 terrassiers se relayant jour et nuit pour dégager quotidiennement 2000 mètres cubes de déblai, avançant ainsi de 4 mètres par jour. La voûte du tunnel s'élevait à 7 mètres. Afin de réduire la durée du chantier, la construction qui avait été prévue par l'utilisation de boucliers implantés sous les chaussées est réalisée en grande partie en tranchées ouvertes, occasionnant d'importantes nuisances et difficultés de circulation. 20 juillet 1900. La première ligne de métro s'ouvrit dans l'indifférence générale. Elle portera le nom de ligne A avant de s'appeler la ligne 1. Longue de 10 km, le trajet durait 33 minutes, à la vitesse de 30 km/h, de la porte Maillot à la porte de Vincennes, desservant 8 stations ouvertes le jour de l'inauguration, décorées dans un style floral, imaginé par l'architecte Hector Guimard. Le prix du trajet est de 25 centimes en première classe et 15 centimes en seconde. Les visiteurs de l'exposition universelle apprécient la rapidité et l'efficacité de ce moyen de transport, à tel point que le conseil municipal de Paris décide de créer un véritable réseau souterrain. À l'origine, le matériel qui circule, fabriqué par les ateliers de construction du nord de la France pour les motrices et la société franco-belge pour les remorques, s'inspire fortement du tramway qu'il remplace ou concurrence, et compte que 3 puis 4 voitures de fabrication légère, très courte, dont les caisses de 12,45 m sont en bois, à 2 portes à simple ventaille par face, et reposent sur 2 essieux, formant des rames de 36 mètres, occupant de ce fait que la moitié des quais des stations, longues de 75 mètres. Quant à la motrice, elle est équipée de 2 moteurs de 125 chevaux, alimentés par des frotteurs latéraux. Le freinage à air comprimé se fait par un équipement Westinghouse. L'allongement des trains, facile à mettre en œuvre, est décidé par l'exploitant, à l'époque la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, la CMP, avec le remplacement progressif des motrices M1 et de leurs remorques de 9 mètres par des automotrices Thomson double qui alimentent la seconde motrice par un câble long passant par les remorques et permet une commande simultanée par un seul conducteur et de nouvelles voitures.
Ces dernières sont équipées de portes à double vantaux, améliorant le débit des échanges en station. La composition des rames atteint 6, 7, puis finalement 8 wagons en 1902, avec 2 motrices encadrant 6 remorques. 3 ans seulement après l'inauguration du métro, alors que la deuxième ligne Dauphine-Nation vient juste d'ouvrir, un incendie se déclare à cause d'un court-circuit sur une rame à la station Barbès. La rame est évacuée, l'incendie maîtrisé, la rame est dégagée par une autre rame. Mais à la station de Ménilmontant, sur la rame initialement défaillante, le feu reprend, sans qu'on puisse dans un premier temps l'éteindre. Cependant, la fumée de l'incendie qui a envahi la station Ménilmontant, que l'on avait évacuée, se propage dans le tunnel pour jaillir soudainement dans la station Couronne, faisant 84 victimes. De cette catastrophe, on en tira 2 leçons. La première leçon, revoir la conception du matériel qui fut rapidement mis en cause. Il est presque entièrement en bois et de plus, le contrôle de puissance de traction est direct. Toute l'intensité électrique de l'alimentation des moteurs 600 volts passe sous le plancher de toutes les voitures, facilitant par là même les incendies en cas de court-circuit et rendant d'une façon générale un circuit électrique peu fiable. La deuxième leçon, créer 2 réseaux électriques, un pour la puissance de traction et l'autre pour l'éclairage. Des blocs lumineux de secours sortis, alimentés spécifiquement, furent installés et l'éclairage des tunnels fut rendu obligatoire. L'alimentation électrique fut découpée en sections pour ne pas paralyser toute une ligne en cas de problème. Les éléments de traction furent protégés par des fusibles. C'est ainsi qu'après la catastrophe, la CMP cherche à mettre au point un matériel roulant, fiable et sûr, notamment dans le domaine des équipements électriques. Elle mène alors une série d'expérimentations qui la conduira en 1908 à adopter le Sprague-Thomson, né de la synthèse de 2 systèmes. L'industriel américain Frank Julius Sprague avait inventé en 1897 un procédé qui permettait de commander les combinateurs de plusieurs motrices à partir d'un manipulateur placé dans la motrice en tête de train. Le conducteur pouvait ainsi piloter à distance plusieurs motrices. La manœuvre des différents combinateurs se faisait grâce à des courants de faible intensité, supprimant ainsi le câble à fort voltage de 600 volts en continu, passant entre les voitures, ne présentant alors plus aucun danger ni pour les conducteurs ni pour les voyageurs. Depuis 1907, la CMP fait construire des rames métalliques. Les motrices 500 forment la première série de Sprague-Thomson que l'on appellera familièrement Sprague. Ces voitures de 13,35 m, entièrement métalliques, ont par motrice 2 moteurs de 175 chevaux, appelés M2. Une rame de 5 voitures a donc 3 motrices, comportant un grand compartiment d'appareillage électrique. On les nomme grandes loges car elles mesuraient 2,50 m de long. Derrière celle-ci, on y avait installé un petit compartiment fumeur. En 1913, la CMP met en service la série des motrices 700, qui se différencie par le report sous le châssis d'une partie de l'appareillage électrique, permettant de réduire la taille de la loge de conduite, laissant plus d'espace pour les voyageurs. La tôle vitrifiée remplace la tôle peinte dans le revêtement des motrices, qui sont équipées de bogies à suspension secondaire par traverses danseuses, directement inspirées du matériel du Nord-Sud, sorti 3 ans plus tôt. Du côté de la compagnie Nord-Sud, concurrente de la CMP, exploitant quant à elle la ligne A qui deviendra la ligne 12, porte de Versailles, porte de la Chapelle, et la B qui deviendra la 13, Saint-Lazare, porte de Clichy-Saint-Ouen via la Fourche, des Sprague-Thomson différents sont commandés
et construit par la société franco-belge et Thomson de 1910 à 1925 suite à une disposition particulière de rail. L'alimentation électrique des motrices s'effectuait de façon très innovante. La motrice de tête prenant le courant sur une ligne aérienne à la tension de plus 600 volts avec un pantographe, et la motrice de queue par frotteur sur troisième rail à la tension de moins 600 volts. Les rails de roulement constituant le neutre de cette alimentation à deux ponts. Cette disposition permettait à la compagnie Nord-Sud de réduire son nombre de sous-stations. Le Nord-Sud exploitait son réseau à sa guise, tout en devant conserver les dispositifs techniques établis par la CMP à son matériel. En ce qui concerne proprement dit les rames de métro, la compagnie du Nord-Sud s'efforça d'accentuer un effort tout particulier pour le confort des voyageurs qui découvraient en 1910 des rames magnifiquement décorées à l'intérieur comme à l'extérieur. Rames composées de deux motrices totalisant 4 moteurs de 125 chevaux, 2 par bogie encadrant généralement 3 remorques. Quant à la couleur des Sprague, le Nord-Sud affichait du jaune et rouge pour les premières classes et gris bleuté et bleu foncé pour les secondes. La CMP fait dans les couleurs qui varient avec le temps. Vert foncé, vert clair, gris pâle pour les deuxièmes classes, rouge pour les premières. Il existe aussi des remorques mixtes première et deuxième classe, moitié vert, moitié rouge. Après la Grande Guerre, on décide de construire des motrices améliorées à 4 moteurs de 175 chevaux, dites M4, qui apparaissent en 1927, où l'appareillage électrique occupe moins de place. C'est la naissance des petites loges. La loge de conduite ne mesurait plus que 1,08 m et la capacité des voitures atteignait ainsi 104 places, dont 26 assises. On porta la longueur des voitures de 13,60 m à 14,20 m pour une masse de 20 tonnes à 39,8 tonnes pour les engins moteurs. Désormais, un train de 5 voitures occupait toute la longueur disponible à quai dans les stations de 75 mètres. Puis la longueur des portes, il y en avait 4, passa de 1 m à 1,20 m pour faciliter la montée et la descente des voyageurs. Lorsque le réseau du Nord-Sud est intégré à celui de la CMP en 1930, la caténaire est supprimée et les équipements de captage des motrices Nord-Sud alignés sur ceux des autres matériels de la CMP. Malgré tout, le gabarit un peu plus grand du Nord-Sud et son équipement spécifique cantonnent le matériel aux lignes 12 et 13 du réseau du métro et interdit sa marche en unités multiples avec les motrices de la CMP. Au fil des livraisons et pendant toute la période de construction du matériel Sprague-Thomson des séries 500, 600 puis 800 000, plusieurs entreprises françaises ou belges se répartissent les marchés. Les ateliers de la Buire, les ateliers de construction du nord de la France, Baume et Marpan, Brissonneau et Lotz, la Compagnie française de matériel de chemin de fer, la Compagnie générale de construction et d'entretien du matériel de chemin de fer, Dessouches David, les établissements Decoville, la Société franco-belge, la Société lorraine des anciens établissements de Dietrich. Pendant ce temps, les transports dans la capitale et sa banlieue s'organisent. Par la loi du 21 mars 1948, la Régie autonome des transports parisiens est créée, la RATP, en remplacement de la CMP et de la STCRP, afin de gérer l'ensemble des moyens de transport publics, souterrains et de surface, qui étaient assurés par des entreprises privées jusqu'en 1944. En 1956,
La transformation pour la circulation de rames sur pneus entraîne un lot de Sprague vers la réforme. Il est notamment reproché à ces rames un confort très spartiate, avec, entre autres, des banquettes en bois non rembourré. Elles sont par leur robustesse en grande partie transformées dans les années 1960 en tracteurs de travaux, servant à la maintenance du réseau et radiées en 2011 pour des raisons de sécurité. Le déclin se poursuivra et les dernières rames Sprague cessent d'être utilisées le 16 avril 1983, lorsque le métropolitain affiche 13 lignes limitées à une vitesse maximale de 70 km/h. Les dernières circulations des rames nord-sud ont lieu en 1972, sur la ligne 12, Méridicie-Porte de la Chapelle. Outre leur vétusté, leur équipement électrique supporte mal l'augmentation de tension de 600 à 750 volts intervenue par la RATP en 1969. Le matériel Sprague Thompson aura donc circulé 75 ans. Il s'agit sans doute du matériel le plus célèbre, ayant marqué plusieurs générations par son allure, son bruit, son odeur caractéristique.
Pour la postérité, du matériel Sprague circule de temps en temps pour des animations de lignes, des associations de passionnés, tournage de films. La rame A475, classée à l'inventaire des monuments historiques au titre objet depuis le 18 décembre 1998, que l'on peut aussi admirer dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Sans oublier quelques musées et l'univers magique de la simulation.